RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports hebdomadaire. Vous en avez l'habitude, bienvenue à tous. Vous pouvez nous suivre en 3 dimensions à la radio. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook Live, à travers Internet et grâce aussi à nos amis de France 24. On commence cette émission, vous voyez, il y a un objet devant moi. Il est imposant et en tout cas, on est très fiers de vous le montrer aujourd'hui. C'est un trophée qui nous a été envoyé par les auditeurs du Cameroun qui nous avaient choisi comme émission préférée étrangère. C'était pour l'année 2022. Alors, il a mis du temps, mais vous savez, c'est loin le Cameroun. Donc, il est venu à pied et il est arrivé aujourd'hui. Et on est très fiers de vous présenter ce trophée. Ça a été attribué par l'intermédiaire de Médiatude. Et aussi grâce à un certain Yves Martial qui avait établi le contact avec nous. On vous remercie encore du côté du Cameroun de nous suivre fidèlement. Rémi Ngono, hein, il y a de quoi être fier. C'est grâce à vous peut-être? Non. Ah non, c'est plutôt grâce à vous. Nul n'est prophète chez soi. Donc vous êtes prophétesse là-bas. Peut-être, voilà. Qui sait. Bonjour Rémi, tout va bien? Bonjour, ça va très très bien. Surtout que je n'ai pas porté la même tenue que cette sacrée Xavier aujourd'hui. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, on se ressemble un peu. Encore, il est un peu bronzé en plus, il frime. Xavier mais il revient de vacances, ça doit être pour ça, il était pas là la semaine prochaine. Dernière, bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie. Alors, les réseaux sociaux sont au rendez-vous? Ouais, ça tombe déjà. Il y a du vert aujourd'hui. Il y a du vert, et justement, il y a du vert, parce qu'aujourd'hui, nous avons un invité spécial, alors que seuls les plus de 50 ans peuvent avoir vu jouer, mais ça, c'est pas grave. Et parce qu'il a sorti aussi un livre qui s'appelle Foot Sentimental. Bonjour Dominique Rocheteau. Bonjour. Merci beaucoup de passer dans ce studio de RFI. Je crois que... C'est un plaisir. Vous m'avez dit que vous connaissez en plus l'Afrique pour y avoir joué parfois avec Saint-Étienne. On y a joué souvent avec Saint-Étienne parce qu'on était très, très aimés, on peut le dire, très appréciés là-bas. Et chaque hiver, à chaque trêve hivernale, on allait faire une tournée, donc Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, enfin bon, toute l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai des souvenirs énormes, quoi. Ouais. On rencontrait avec Bob Marley au Gabon. Et puis enfin, au Sénégal avec Au Sénégal avec Youssou N'Dour. Oui, j'ai rencontré Youssou N'Dour, exact. Mais il était tout jeune à l'époque, dans un club. Bah oui, on était tous sans doute plus jeunes. Et il était dans ce studio il n'y a pas très longtemps, vous voyez. On a mis le studio aux couleurs des verts aujourd'hui. Je vois ça. Exceptionnel, mais on est très heureux de vous recevoir. Alors dans votre livre, justement, Foot Sentimental, vous évoquez votre carrière, plutôt des souvenirs aussi sur les terrains et en dehors, des anecdotes de ce long parcours, mais vous portez un regard sur le football d'aujourd'hui et ses dérives, bien loin du foot sentimental de vos débuts, et nous en parlerons dans l'émission. Combien vaut le championnat de France? Après l'échec de l'appel d'offres des organisateurs de la Ligue 1, la somme de 1 milliard espérée par les clubs de l'élite est-elle un mirage? Et puis nous évoquerons le match du week-end, le rendez-vous à Londres avec Stamford Bridge, où les Blues qui essayent de relever la tête et les Gunners, visiteurs en pleine forme après leur dernière victoire sur les Citizens, eh bien donc se retrouveront dans le cadre d'une journée du championnat d'Angleterre de Première Ligue. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer cette émission avec Pierre Guérin. Il y a aussi Laurent Salerno à la réalisation. Et puis pour les moyens vidéo, Yann Bourdela, Adrien Toureau et Steven Esli. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Tête de Rocheteau, et voilà le troisième. Et le centre entrée sur Rocheteau, et voilà. Rocheteau, brilliant save. Et c'est Rocheteau qui marque le but de la victoire, sans doute par Rocheteau.
Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est pas un proverbe africain, Rémi. Mais on pensait que ça aurait pu être votre devise, Dominique Rocheteau. Vous êtes connu plutôt pour votre discrétion et votre timidité, peut-être aussi. Oui, Mais vous nous surprenez en publiant donc ce livre aux éditions du Cherche Midi. On vous avait vu au cinéma, à côté de Gérard Depardieu. C'est quand même pas n'importe qui. J'aime bien prendre des risques. C'était avec Maurice Pialat. Et puis, vous aviez déjà publié un livre aux éditions du Cherche Midi qui s'appelait On m'appelait l'Ange Vert. C'était en 2005. Oui, 2005, oui. Et puis là, donc, en fait, Foot Sentimental, c'est le tome 2 ? Pas vraiment, non. Parce qu'en 2005, autant c'était une autobiographie. Là, c'est plus... des digressions. J'avais envie de parler, de parler aussi de l'évolution du football, de parler d'un état d'esprit, parce que le foot sentimental, c'est plus un état d'esprit, de pas un livre nostalgique, un livre aussi qui s'adresse pas forcément à ma génération, un livre qui s'adresse un peu à tout le monde, à tous les jeunes. J'avais envie de parler aussi de foot plaisir, de foot, enfin bon, voilà. Oui. Et puis, à travers tout, et puis faire passer des valeurs, peut-être. Foot sentimental, vous avez soif idéal, c'est ça ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alain Souchon, un full sentimental. Ça m'est venu naturellement, ce titre, à la fin du livre. Avant de vous poser des questions et que tous s'intéressent à ce livre et à votre carrière, j'aimerais vous transmettre quelques messages. Alors, vous en avez aussi sans doute, Frédéric. Nous, on en a noté dans le bureau de Radio Foot, il y avait celui de Archiduc Théodore de N'Djamena, qui vous disait « Rocheteau était un véritable renard des surfaces avec sa rapidité, ses gestes techniques et ses tirs. » Donc, de N'Djamena, on vous observait. Aliouba à Dakar qui dit « Ailier de débordement, talentueux et élégant ». Vous en avez d'autres peut-être Ah oui, il y a des émojis, là, les cœurs en vert, l'ange vert, Dan Valika qui envoie ça. C'est surtout vert. J'ai fait 8 ans à Saint-Etienne et j'ai fait quand même 7 ans au PSG. Oui, on va en parler. C'est très présent dans le livre aussi, les années PSG. Ablaï Wali, il est à Dakar. Dominique Rocheteau, c'est le seul joueur qui m'a fait aimer le football. Il était magnifique à regarder. Et puis Jadine Dia, je me rappelle d'un France-Pays-Bas, il avait fait si mal à la défense batave avec en prime un super coup franc de Platini. Voilà, c'était donc. Et puis nous avons reçu ce message. Alors là, il a posté un message filmé. Amadou Oumardia, il nous appelle et il nous envoie son message de Nouakchott. Dominique Rocheteau, l'incontournable du foot français, qui est votre invité pour l'apparition de son livre. Donc c'était juste pour lui dire merci, le fait qu'il m'a fait aimer le foot français depuis 82 grâce à un poster qui était dans la chambre d'un grand frère, et depuis lors je suis tombé amoureux du PSG et jusqu'à présent, et malgré les hauts et les bas, et je suis fidèle au PSG, je n'arrive plus à débarrasser. Donc c'était juste pour le remercier, pour vous dire qu'il a des supporters à Nouakchott, en Mauritanie, et j'en fais partie. Donc vous n'étiez pas passé par Nouakchott, mais vous y avez des supporters. On avait fait une escale. Alors Dominique, justement pour nos plus jeunes auditeurs, et puis un rappel pour tous ceux qui auraient pu oublier, juste survolant votre carrière, vous avez participé donc à cette fameuse épopée des Verts, vous y avez joué 8 ans, c'était l'époque de Jean Vion, Battenet, Jean-Michel Larquet, Osvaldo Piazza, Kurkovic, Johnny Rep et j'en oublie. Larios et autres. Il y avait donc cette équipe qui avait été 3 fois championne de France, 3 fois championne de France et qui fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une finale de Ligue des Champions. À l'époque, c'était les clubs champions, 1976 à Glasgow. Ensuite, vous allez jouer au Paris Saint-Germain, champion de France en 1986. Et pour qui vous avez marqué premier titre 100 du Paris buts. Saint-Germain. Oui. Premier titre, puisque c'est un club formé en 1970 et donc un club relativement jeune. Ouais. Relativement jeune. Et vous avez un total de 100 buts. Vous êtes le 6e meilleur buteur de ce club. C'est ce que je dis dans le livre. C'est vrai que maintenant, on parle beaucoup de stats. C'est vrai, les joueurs, c'est important pour eux. Mais quand je suis reparti du Paris Saint-Germain, c'était un peu la fin de ma carrière, je ne savais pas du tout. Je savais pas que j'avais marqué 100 buts. Je suis bien après. Parce qu'on ne s'intéressait pas trop aux stats. Et moi non plus. Voilà. Moi, je me dis, vous êtes dit, à 100, je m'arrête et je change de club. On me l'a rappelé après. Alors après, vous êtes parti à Toulouse où vous avez terminé votre carrière. Mais en plus, vous êtes un ancien international français. Et de quelles aventures! 49 sélections, 15 buts marqués en équipe de France. Vous êtes l'attaquant des Bleus
sur 3 Coupes du Monde. Alors, il y a celle de 78 en Argentine, où vous êtes encore très jeune, mais surtout, évidemment, et je crois qu'ici, ça réveille plein de souvenirs, 1982. 82, pour moi, voilà. De ma génération, c'est à Séville. Le plus beau souvenir. Et puis, pour 84, champion d'Europe, mais bon, ça, c'est... Exactement. Et puis, 86, au Mexique. Mexique à Guadalajara. Avec un match, quand même, un des plus beaux matchs de ma génération aussi, parce que je ne veux pas comparer avec 98, avec maintenant. Mais de ma génération, le plus beau match qu'on ait fait, c'est contre le Brésil à Guadalajara. Ouais. Avec Socrates en face. Avec, une des plus belles équipes du Brésil. Socrates, Zico, Falcao. Enfin bon. C'est le quart de finale et vous sortez vainqueur, les Bleus, et ça sera votre dernier match parce que vous vous blessez. C'est mon dernier match, c'est le dernier match de plusieurs joueurs de ma génération. Oui. La France se fait sortir en demi-finale, encore une fois par l'Allemagne, malheureusement, en 1986, alors qu'effectivement on les voyait aller au bout après cette victoire épique contre le Brésil. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Dominique a commencé la première Coupe du Monde comme ailier droit en 78. 78, où on jouait en 4-3-3 avec trois attaquants. Avec Lacombe et Six devant, voilà. Et puis il l'a fini en 86 comme avant-centre. 4-4-2. Oui. Voilà, donc il a évolué aussi au niveau des postes. J'ai joué ailier droit à Saint-Etienne pendant plusieurs années. Et quand je suis arrivé à Paris, en fait, j'ai joué avant-centre avec Toko et Boubacar. Deux ailiers africains, donc pour servir Dominique au poste d'avant-centre. Dominique, première question, après j'imagine que mes camarades ont des questions. Quel est votre plus beau souvenir de football, ou peut-être le plus fort? C'est toujours difficile quand on me pose cette question. C'est quand même... bon, je dis toujours que c'est quand même les Coupes du Monde, c'est les plus belles aventures. Mais moi, ce qui m'a marqué, et puis ce qui me reste encore, même par rapport aux supporters quand ils viennent me voir, c'est quand même l'époque Saint-Etienne, l'époque des Verts. C'est cette fameuse année où on va en finale de la Coupe d'Europe. Parce que il y avait tellement de ferveur autour de l'équipe. Bon, moi j'étais jeune en plus, j'avais 20 ans. Et bon, c'était assez spécial. Jeune et blessé pour la finale. On joue, blessé, je rentre à la fin. En cours de match, donc on perd 1-0. Et il y avait un espoir pour vous montrer, le lendemain, on descend les Champs-Élysées. On a perdu. Mais le lendemain, on descend les Champs-Élysées avec énormément de monde. Enfin, dans des R5 verts. C'est particulier. Ouais. Et c'était notre confrère Jacques Vendroux qui l'avait organisé. Et vous arrivez, vous terminez dans le bureau de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République à l'Élysée, qui vous attendait. On était en retard, il nous attendait. Vous comprenez pourquoi, dans la mémoire des gens, Saint-Etienne est plus présent que le Paris Saint-Germain, alors que vous y passez plus de temps ou autant de temps, et que vous y marquez 100 buts, vous n'êtes pas arrivé à ce total avec Saint-Etienne. Je comprends, parce que, encore une fois, Saint-Etienne, c'était à l'époque, il n'y avait pas énormément de matchs télévisés, et c'était la seule équipe qui jouait en Coupe d'Europe, la seule équipe française qui allait très loin, voilà. Donc c'était vraiment des rendez-vous le mercredi soir. Et nous, on le voyait quand on partait en déplacement, que ce soit... même à Lyon, alors vous voyez. Mais on avait énormément de supporters dans toute la France, quoi. Toute la France était derrière nous. Donc c'est pour ça que je pense que ça a marqué vraiment des générations. Vous étiez la première star populaire, on va dire. Il y a eu ce surnom de l'Ange Vert que vous avez plus ou moins aimé, mais bon, vous en avez fait aussi le titre d'un livre. Mais il y avait ce côté aussi qui électrisait non seulement les supporters de football, mais aussi les gens finalement qui s'y intéressaient pas forcément énormément. On peut comparer à 98. Et puis les filles aussi. Oui, aussi les filles. Mais bon, peut-être que, je ne sais pas, il y avait le côté aussi, on avait le contact, mais encore une fois, je ne veux pas comparer avec maintenant, mais on pourra en parler, mais on avait le contact avec les supporters. Il y avait ce contact, il y avait cette proximité qui faisait qu'on était des joueurs, on jouait au foot, mais on était des gens normaux, quoi. Même si on était médiatisés. Donc c'est vrai que maintenant, les footballeurs, ils sont quand même hyper protégés, hyper dans une bulle. Vous dites dans le livre à un moment. Il y a un décalage, quoi. Donc il y avait ce côté-là. Et puis, j'avais 20 ans, j'avais les cheveux longs, j'aimais la musique, donc il y avait pas mal de jeunes qui s'identifiaient aussi. Et cette insouciance, dans le livre, vous racontez quand vous arrivez à Saint-Etienne, vous signez le premier contrat. Vous êtes tout jeune, mais vous êtes presque étonné quand on vous propose un salaire.
Vous étiez prêt à jouer comme ça, puis dans le vestiaire, on vous a un peu recadré. Les anciens, voilà, là, les marqués révélés, que papa, ça se passe pas comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? J'avais fait une interview en disant moi, de toute façon, je suis dans un club professionnel, mais je peux jouer sans être payé. Donc, ça n'avait pas plu. Mais c'était pour souligner peut-être cette notion que vous avez de foot plaisir. Oui, voilà, bien sûr, d'éducation, un peu de naïveté aussi, sûrement, à l'époque. Parce que vous venez finalement, votre famille pratiquait le football, votre père vos oncles. Un très bon joueur. Oui, vous êtes d'une famille d'ostréiculteurs de Charente-Maritime, mais ils aimaient le football justement pour le plaisir du jeu. Oui, mais enfin, normalement, quand on joue au football, on a envie de jouer, on aime jouer. Donc c'était une autre époque. Mais il y avait cet aspect, oui, plaisir. Enfin bon, c'est... Rémi, l'épopée des Verts, ça vous rappelle quelque chose à vous aussi? Oui, ça nous rappelle beaucoup de choses, nous, Africains, parce qu'on regardait les matchs à la radio. Alors, mais parce qu'il faut quand même se dire que Rocheteau, pour que quelqu'un vous décrive son action, vous êtes là au transistor, nous on n'avait pas encore de télé. C'est Karincha, là. Et surtout, surtout il y avait un Africain qu'on n'a pas beaucoup cité. Là, on a cité ses coéquipiers, mais il y avait quand même Salif Keita. D'ailleurs, Salif Keita qui a été le tout premier ballon d'or africain avec 143 buts à Saint-Étienne pour 187 matchs. Je l'ai rencontré quand je suis arrivé à 16 ans. Oui. Je n'ai pas joué avec lui malheureusement, mais parce qu'après il est parti à Marseille assez rapidement. Mais pour moi, c'était le plus beau joueur, le plus grand joueur qui ait joué à Saint-Étienne. Enfin, moi, c'était mon idole. C'est peut-être aussi pour ça que je suis venu à Saint-Étienne, parce que lui, il y avait Nantes ou Saint-Étienne, et c'est vrai que j'adorais Salif Keita, et je pense que ça a compté aussi. J'allais poser la question à Dominique, parce qu'originaire des Charentes, naturellement, tu aurais plutôt dû aller soit à Nantes, soit à Bordeaux. Oui. Et finalement, tu as traversé la France pour Saint-Étienne. Ben oui. J'ai fait le bon choix. Et un bon choix. Alors non, c'est ce que je dis, que nous, à cette époque surtout, comme je le dis, c'est quand même Saint-Étienne qui a d'abord fait beaucoup rêver. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup de peine aujourd'hui de voir que Saint-Étienne soit devenu un club pratiquement dans les abîmes, dans les fonds, dans les tréfonds. Parce que quand on voit la qualité de l'effectif qu'ils avaient, et surtout aussi quand on voit qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle vraiment le football total. C'est-à-dire à la Cruyff, on voyait des gens qui attaquaient. Ce n'est plus le football français aujourd'hui où tout le monde est sur place. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même Salif Keita, vous voyez, il s'est épanoui là-bas avec 42 buts en une seule saison. On avait les scopes là. Il y avait cette époque-là. Pourquoi? Parce que c'était encore des artistes. Vous voyez Platini, c'était des artistes. Parce que moi, quand je découvre finalement qu'il faut maintenant regarder la télé, on repasse certains anciens matchs et parfois je reste là pour simplement regarder. Je dis mais c'était terriblement beau. Contrairement à ce qui se joue aujourd'hui, tactiquement et tout, c'est Saint-Étienne-là, c'était la beauté, c'était la lune, c'était vraiment ce qu'on appelle la nature. Quand on dit le vert, c'est la vie. Moi aujourd'hui, Saint-Étienne, c'est malheureusement, il est entré dans les rangs comme tout le monde et puis il est mort parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « L'arbre vert finit toujours par devenir gris quand il a pris feu. » Il y avait à l'époque aussi un côté avant-gardiste à Saint-Étienne. Et on en a beaucoup parlé au moment de la mort de Robert Herbin, qui était l'entraîneur de cette équipe. C'est qu'il y avait une grande exigence. La condition athlétique était extrêmement prégnante. Il y avait des grands entraîneurs avant Robert Herbin. Qui avaient déjà tracé le sillon. Robert Herbin a été influencé par ses grands entraîneurs, Jean Snella et Albert Batteux, qui ont fait Saint-Étienne aussi. Voilà, enfin bon, c'était... Donc Saint-Étienne était en avant sur les autres clubs. Il y avait un cadre avec plus d'exigences professionnelles. Comme vous l'avez dit, lui, il avait été aussi influencé par le grand Ajax Amsterdam, le football total, qui est du début des années 70. Et c'est vrai qu'on a essayé de jouer comme eux. Peut-être pas tout le temps, parce que moi c'était mes idoles, mais on a essayé de jouer... Dominique Rocheteau, vous avez plusieurs chapitres dans ce livre. Alors, on laissera à nos auditeurs et internautes le soin de les lire. Mais il y a certains, chapitres qui finalement amènent à une chose, c'est que vous aimez encore, on parle de foot sentimental sur la couverture, mais ce football visage humain, comme on dit, c'est-à-dire en associant les supporters, peut-être en oubliant un petit peu le côté argent. Et Saint-Étienne, peut-être comparable à Lens aujourd'hui, c'était des équipes de terroir?
Je parle beaucoup des supporters, parce que pour moi, c'est important. Hein. Sans les supporters, il n'y a pas de football. Donc, puis on l'a vu d'ailleurs à la période du Covid, malheureusement, quand on voyait les matchs dans les stades vides, c'était pas le même football. Et moi, ce qui m'a marqué, j'en parle aussi dans le bouquin, c'est les grands matchs que j'ai pu faire à l'étranger, où il y avait des ambiances formidables, que ce soit à Buenos Aires, en Argentine en Coupe du Monde, donc en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, où les stades étaient pleins, c'était festif, c'était la fête. Ça m'a beaucoup marqué. Donc j'ai fait un peu ce livre aussi pour les supporters, parce que les supporters, maintenant, je trouve que c'est pas ça, mais on le respecte pas forcément, quoi, parce que maintenant, les supporters, c'est des gens qui payent, quoi, leur place. Et je pense qu'on devrait leur donner leur place, ils ont leur mot à dire aussi, peut-être pourquoi pas dans les instances du football, parce que oui, vous rêvez d'un syndicat de supporters. Pour moi, c'est une famille aussi du football, bien sûr. Mais je parle de tous les jeux. Récemment, quand même, les supporters, alors notamment à Saint-Étienne, mais aussi ailleurs, des fois, il y a des débordements. Peut-être des justement, insultes. s'il y a plus de communication, il y a peut-être moins de débordements, je pense. Moi, j'aime pas le côté. Parfois, c'est sûr qu'il faut être dur, il faut sanctionner quand il y a vraiment quand on voit un supporter qui balance un fumigène sur des joueurs. Enfin bon, il y a pas mal de cas. Mais sinon, je pense que associés. Les sanctions, c'est pas forcément l'idéal. Hein. Quand on sanctionne un club parce qu'un supporter, un individu s'est mal comporté, on va sanctionner toute une tribune, tout un stade. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Une question moi, que j'aimerais poser à Dominique pour revenir sur le jeu. Vous parliez de l'influence qu'a pu avoir l'Ajax, Johan Cruyff, sur votre passion du foot. Et à la fin du livre, vous projetez en disant, si j'étais un jeune joueur aujourd'hui, les entraîneurs que je rêverais d'avoir, Johan Cruyff, et Zinedine Zidane et Jürgen Klopp. Oui. Hein? Alors Jürgen Klopp, c'est quoi? C'est le côté heavy metal. C'était mon idole. Et Zinedine Zidane, qu'est-ce qu'il... Et Zinedine Zidane, parce que vous regardez déjà le joueur... J'en parle pas, c'est un immense joueur, mais vous regardez son palmarès d'entraîneur et c'est fabuleux, quoi. Hein. Donc, et surtout, en plus, quand il a décidé de faire cette carrière, je pensais pas qu'il avait le caractère pour ça, l'état d'esprit, et finalement, il s'est imposé. Donc, puis j'aime bien l'homme, en plus, donc j'aurais bien aimé avoir comme entraîneur, ouais. Justement, une carrière d'entraîneur, Dominique, ça s'est jamais présenté. Directeur sportif à Saint-Étienne, des fonctions aussi à la fédération, mais jamais sur le banc. J'ai toujours préféré encadrer les jeunes, m'orienter vers les jeunes joueurs. J'ai organisé des stages en Vietnam, en France aussi. Je le fais toujours. Mais entraîneur, je ne me sentais pas capable, parce que je n'ai pas une âme d'entraîneur. C'est au quotidien déjà, et puis il faut être vraiment un leader. Il y a le côté, il y a beaucoup de choses qui je ne sentais pas. Je préfère être sur le terrain. Et entraîneur, maintenant, c'est pas un homme de terrain, c'est un manager, quoi. Il faut aimer manager, il faut manager une équipe. Ouais, d'ailleurs, on les appelle effectivement coach-manager du côté de l'Angleterre. Il y a un chapitre où vous parlez de l'argent. Et on sait qu'aujourd'hui, l'argent... J'étais obligé d'en parler. Bien sûr, a un peu tout envahi, mais je voudrais prendre l'exemple du Paris Saint-Germain. Vous y avez joué longtemps. C'était l'époque Borelli, qui a été un président emblématique, un peu comme Roger Rocher du côté de Saint-Étienne, et dont vous parlez régulièrement dans le livre. Pour vous, qui aimez ce football sentimental, est-ce que le Paris Saint-Germain... ce qu'il est devenu aujourd'hui vous intéresse toujours, vous passionne toujours, ou vous, finalement, c'est l'exemple du football que vous n'aimez pas trop? Déjà, d'une part, c'est mon ancien club. Hein. J'ai passé 7 ans au PSG. Donc, je supporte toujours le PSG. C'est normal. C'est mon club. Le côté sportif, oui. Même s'il y a eu des changements avec Canal+, maintenant le Qatar, c'est l'évolution. Maintenant, si tu veux gagner une Coupe d'Europe, pour jouer au plus niveau, vous parliez de Saint-Étienne. Malheureusement, Saint-Étienne, financièrement, c'est difficile. Des clubs comme... J'espère qu'ils vont remonter en Ligue 1, qu'ils vont revenir. Mais de là à jouer les premiers rôles, c'est très compliqué. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est pas le fait
qu'il y ait beaucoup d'argent dans le football, bon, c'est un grand spectacle, oui, pourquoi pas. C'est les droits télé. Par contre, les droits télé, ils sont importants dans le football. Et là, oui, on en parlera tout à l'heure. Mais ce qui me gêne, c'est surtout, je dirais, plus le fossé qui se creuse entre le football professionnel et le football de la base. Parce que je parle toujours du football de la base. C'est important, le football de la base, c'est les jeunes, c'est le football amateur. Ouais. Là, actuellement, ces dernières années, je crois qu'il y a 5000 clubs qui ont disparu. On n'en parle pas beaucoup. 5000 petits clubs. Parce qu'il y a en France, il y a des regroupements, il y a des... Oui, le football amateur a beaucoup de mal. Donc, c'est plus sur la répartition de la richesse du football. C'est là où on pourrait faire différemment. Dominique, Frédéric, peut-être des Non, mais il y a réactions? beaucoup de jeunes auditeurs ou téléspectateurs qui sont très contents qu'on leur fasse une petite séance rétro, comme ils disent, là, parce que ils disent, nous, on n'était pas nés à l'époque des Verts de Saint-Étienne, mais on a un grand champion. Bon, maintenant, il y a YouTube. Il y a YouTube. Saint-Étienne, un club justement qui a une histoire, qui a un palmarès qui est aussi très ancré, qui a un public, qui a un beau stade. Pourquoi n'arrive-t-il pas à être vendu ? Alors là, ça c'est. On pourrait penser que des clubs comme ça, comme Marseille, comme Lens, peut-être peuvent attirer des capitaux parce que justement, il y a tout un public qui suit derrière. Saint-Étienne, il y a toute une histoire. C'est un grand club. Ça a été un grand club. Il y a les structures, mais par contre, au niveau économique, c'est pas facile à Saint-Étienne. Donc voilà, il faut pas attirer les. Moi, je pense que ça va se faire, mais. Je pense que moi, je suis plus pour une certaine moralité quand même dans le football professionnel. Je veux pas que ça soit toujours plus, parce que racheter, c'est bien beau, mais je pense qu'on peut faire des belles choses sans être... Alors bien sûr, il faut avoir des budgets, bien sûr, mais je pense qu'on peut faire des belles choses. Bon, ils avaient discuté la Ligue Europa il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques années, face à Manchester United de Mourinho. Faut être intelligent, faut recruter intelligent, faut travailler sur la formation, faut une certaine continuité aussi au niveau des hommes, des présidents, des entraîneurs. C'est ce que fait un peu le RC Lens. C'est ce que fait le RC Lens actuellement, voilà. Et donc, et c'est ce que fait pas forcément. Enfin, je suis pas là pour critiquer le PSG, et j'aime pas trop critiquer le PSG, mais c'est ce que fait pas forcément le PSG, qui change souvent d'entraîneur chaque saison. Il faut qu'il y ait moi, je pense qu'il y ait une continuité sur la politique du club. Bon, Dominique Rocheteau, on continue dans Radio Foot International, et justement, on avait 2 thèmes à aborder. On va justement parler d'argent, mais de 3 télés. Le championnat de France est à vendre, mais apparemment, les candidats à la retransmission ne sont pas légion, puisque l'appel d'offres, alors un appel d'offres répond à des critères bien particuliers, financiers très précis. Ils avaient fixé la somme de départ de diffusion à 800 millions d'euros. On connaît le refrain, ils rêvent d'1 milliard, donc on s'en approche. Et ils n'ont pas trouvé preneur. Est-ce que ça vous a surpris, Xavier Barret ? Non, je crois que ça malheureusement pas surpris grand monde. C'était le vœu du président Labrune, mais tout le monde se demandait... C'était un peu la méthode Coué, c'est-à-dire on met 800 millions au moins... 800 millions pour les droits domestiques, plus 200 millions pour les droits internationaux. Alors qu'actuellement, les droits domestiques sont à peu près à 600 euros, et 600 millions, 600 millions d'euros, et les droits internationaux à 90 millions d'euros. Donc, l'objectif, bien sûr, d'augmenter les revenus en comparant avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, pas l'Angleterre qui est hors catégorie. Donc, il se disait 1 million d'euros, c'est dans les cordes. Mais malheureusement, depuis 1 milliard d'euros, c'est dans les cordes. Mais malheureusement, le contexte international a en général fait plutôt baisser les prix. Les Italiens, lors de leur dernier appel d'offres, ont eu du mal. Même les Anglais, sur les droits domestiques, ils ont baissé. À l'international, ils restent flamboyants, mais au niveau national, ils ont baissé. Donc, on se retrouve avec un championnat de France qui, dans 6 mois, à l'heure actuelle, n'a plus de diffuseurs. Et surtout, des clubs qui n'ont plus de revenus télé. Or, on sait que les droits télé assurent la majeure partie des budgets des clubs. Plus de 50% des budgets.
Donc du coup, c'est une vraie inquiétude pour tout le football professionnel et même au-delà pour tout le système du football, l'économie du football en France en général, puisque les droits télé, déjà il y a une partie, 5% qui sont reversés pour le sport en général avec la taxe Buffet. Et puis il y a aussi ce système de ruissellement qui fait qu'ensuite, il y a les droits de formation qui sont reversés au club amateur. Il y a aussi dans les transferts une part qui est reversée au club formateur. Donc c'est toute une économie qui est menacée aujourd'hui. Dominique Rocheteau, combien vaut le championnat de France selon vous? C'est difficile. C'est difficile. Non, mais est-ce que pour vous, 800 Moi, j'estime que le 800 championnat de millions, France, c'est quand même partie des bons championnats, contrairement à parce qu'on est toujours en train de critiquer le niveau du championnat de France. On a quand même de bons matchs. Mais de toute façon, moi je suis pas pour l'escalade, quoi. Plus les droits télé vont augmenter, plus les transferts vont être. Quand je vois des joueurs moyens qui sont transférés 80 millions, enfin c'est un peu démentiel, quoi. Je crois qu'il faut arrêter. À un moment, il faut s'arrêter. Faudrait mettre. Dominique ne parle pas des défenseurs de Manchester City, qui sont tous des top joueurs. Je ne sais pas, j'ai vu un joueur de Chelsea bon. qui joue pas. Non, c'est peut-être un joueur de la Roma, de Mourinho. Mais... Rémi, à l'international, la Ligue, la LFP, la Ligue française de professionnels, aurait aimé vendre ses droits très cher. Xavier parlait de 200 millions. Actuellement, c'était vendu 80 millions d'euros. Et juste pour vous dire, pour vous donner un ordre d'idée, parce que ça nous a même surpris, nous. Alors, on sait effectivement l'Angleterre hors catégorie, puisque c'est 1,8 milliard à l'étranger, dans les 7 milliards qu'ils arrivent à vendre leur championnat. Mais la Ligue espagnole, que vous affectionnez, 900 millions d'euros chaque année, 670 millions pour l'Italie, la Serie A, et 160 millions pour l'Allemagne. Est-ce que la France ne vaut vraiment que 80 millions? Peut-être moins. Mais pourquoi? Parce que justement, vous allez constater quelque chose qui se passe là, c'est que la France a combien de Ligue des Champions? Premier critère. Deuxième des choses maintenant, lorsque vous essayez de regarder les autres championnats, vous constatez que, par exemple, le Paris Saint-Germain a fait venir Neymar, Messi, ça fait, juste après leur départ, c'est 150 millions d'abonnés qu'on perd. Alors, imaginez. Cela veut dire exactement club, aussi, hein. oui, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux. Maintenant, lorsque vous avez uniquement 15 millions. Lorsque vous avez maintenant, ne serait-ce que les diffuseurs veulent d'abord des abonnés. Or, ces abonnés-là, s'ils partent ailleurs, il n'y a pas possibilité que vous puissiez vendre plus cher. Regardez l'Angleterre, justement, lorsque la première ligue est introduite, c'est-à-dire à partir d'un certain instant, c'est-à-dire que nous regardons peut-être en 92, 94 d'ailleurs, ils font venir beaucoup d'étrangers aussi et ils deviennent attrayants. Et d'ailleurs, Wenger va même venir aussi, ils vont prendre les meilleurs. Le problème c'est que nous on prend... généralement, nous on prend quoi? Nous on prend des gens en fin de ceci et cela et les meilleurs, on les laisse acheter. Résultat, par exemple, quand l'Angleterre était en 2007 à 1 milliard déjà de droits, la France était en train de militer pour ses 400-500 millions et finalement, ça ne fait que baisser. Donc aujourd'hui, le championnat de France n'a pas les joueurs aussi excellents que ça. Le championnat de France ne parvient plus à franchir la barre. Pour aller au niveau de la Ligue des Champions, le championnat de France n'est donc pas attrayant sur le grand niveau. Et résultat des courses, on va mettre beaucoup d'argent, mais personne ne prendrait. Même avec cet argent, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils ne vont pas bien recruter. Ils ne savent pas recruter intelligent. Et il y a un proverbe africain, encore une fois, qui dit « Ce n'est pas un lit en or qui soulage la maladie ». Oui, mais de toute façon, c'est surtout que pendant l'époque de Messi et Neymar, c'était pas une époque de renégociation. Maintenant qu'ils sont partis, et Sergio Ramos, c'est un peu ceux qui étaient les plus connus. Mais Dominique Rocheteau... intelligent, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est peut-être que les joueurs, en dehors de Mbappé pour le Paris Saint-Germain ou quoi, ne sont pas assez connus, même si le niveau du championnat n'est pas mauvais. Que les joueurs français ne sont pas assez connus? Non, mais je dis ceux qui jouent dans le championnat de France, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des jeunes en formation et qu'en général, les clubs français se font piquer dès qu'il y a un mercato. Par exemple, le problème, c'est que nos meilleurs joueurs... Saint-Étienne avait 5 joueurs en équipe de France. Combien de joueurs français actuellement sont dans les Bleus?
Bah, il y en a 2. Bah, au PSG, il y en a 4 quand même. Voilà. Ah, qui jouent dans le championnat de France? Oui. Ah bah oui, PSG, ils sont tous à Et l'étranger. ils étaient des vrais stars. Ce Surtout- n'est pas Il y a 2 Dembélé. clubs. Ils sont tous Ce dans n'est pas Liverpool. Dembélé. Ouais, mais Ouais. c'est un autre football. Oui. C'est un autre football. Maintenant, il y a peut-être eu une erreur aussi de la Ligue de football professionnel de vouloir retarder au maximum l'appel d'offres à 6 mois de la fin du contrat actuel, alors que justement, s'ils avaient fait cet appel d'offres la saison dernière, alors qu'il y avait Neymar, alors qu'il y avait Mais oui, Messi, justement, c'est- peut-être qu'il y Ouais, aurait ouais. eu plus Ouais. d'intérêt de la part des diffuseurs et surtout des diffuseurs étrangers. Ouais. Bon, en tout cas, ça reste à vendre cette Ligue 1 et maintenant il y a une négociation. Peut-être que la multiplication aussi des partenaires finalement et des écrans, Dominique Rocheteau, ça peut aussi être parce qu'il faut être abonné sur par exemple trois canaux en Ouais, mais général c'est la pour. même chose à l'étranger, je crois. Hein. Donc, Ouais. en Italie, en Angleterre, c'est des télés payantes. Hein. Oui, il y a beaucoup de... Donc, Mais c'est pas ça qui peut aussi détourner les gens d'être abonnés à plusieurs. Finalement, ça coûte cher aussi à. Oui, c'est possible. C'est Ça presque- retombe presque beaucoup c'est sur la le championnat, consommateur. c'est la Parce que tous les concurrence. championnats, Sky, Je par crois, exemple, en ouais. Angleterre, plus Ouais. il y avait Setanta, il y avait BBC, il y avait ceci et cela. Tout ça a plutôt Oui, oui. favorisé qu'il y ait plutôt une... C'est Frédéric la concurrence qui fait monter les droits à télé. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir la nourrir, mais il faut la nourrir intelligemment. Or là, en fâchant Canal+, la Ligue s'est quand même mise dans une position Et compliquée. maintenant, ils vont Parce discuter que, avec eux. parce que Amazon, ils retournent pas, ils ont essayé, ça a pas visiblement, ça leur suffit pas. Apple vient pas. Enfin bref, tous les fameux GAFA ne sont Ouais. pas assez intéressés par le championnat de France. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de diffuseurs prêts à payer. Frédéric, des questions sur ce sujet? Non, mais on nous dit qu'il faut que les clubs français hissent leur niveau, hein, et que Voilà, ça viendra voilà, là, que ça part de la base, du niveau, des résultats. Quoi. Allez, un petit tour par l'Angleterre. Vous avez rêvé de jouer dans le football anglais? Vous avez rêvé de Liverpool, de Manchester? Ouais. Pourtant, c'est pas le football que j'aimais vraiment, parce que moi, j'aime bien le football brésilien, j'aime bien le football africain, enfin, bon, le football technique. Mais le football anglais m'a toujours attiré, parce que, pareil, c'est des souvenirs. Nous, on voyait pas beaucoup de matchs de clubs anglais à l'époque, mais il y avait quand même toujours ce rendez-vous de la finale de la Cup. La finale de la Cup dans les années 70, 80. Et c'était des matchs fabuleux parce que c'était super bien filmé. C'était vraiment le football anglais comme je l'aimais. Et donc, grâce à ça, et puis j'ai joué contre Liverpool, j'ai joué contre Manchester United, j'ai joué en Angleterre avec des ambiances formidables. Voilà, le public aussi là-bas qui est, Bien sûr, bien dit-on, sûr. vraiment Donc, connaisseur. oui, j'aurais aimé et jouer au fervent. foot, j'aurais aimé jouer en Angleterre. Mais j'ai Ça se été faisait moins à l'époque. contacté, je crois que j'étais en fin de carrière, donc c'était un peu trop tard. Nous, les joueurs français à l'époque, on partait pas, quoi. On n'avait pas cette cote aussi qu'ont les joueurs français actuels. Il n'y a que Michel Platini qui est parti en fait. Eddie Dixix, qui a fait. Il aurait pu avoir Dominique Rocheteau. Pas mal de tournées. Dominique Rocheteau à la place de Mo Salah à Liverpool, ça aurait de la gueule. Ça Bah, pourrait, et ça aurait pu. Ça a été un énorme choc au niveau européen. Les plus jeunes de nos éditeurs ou téléspectateurs ne s'en rendent peut-être pas compte, mais le Liverpool-Saint-Etienne en quart de finale de la saison 76-77. C'est un match qui est resté dans la légende de Liverpool, d'ailleurs, qui est au musée de Liverpool. C'est un des matchs légendaires de Liverpool. Les Verts étaient vice-champions d'Europe. Ils arrivent à Liverpool en favori, en fait. Ils gagnent le match aller. Vous gagnez le match aller à Saint-Etienne 2-1. Et au retour, ils perdent 3-1 avec le fameux doublé de Super Sub Fairclough. Ça a été un match d'anthologie. En tout cas, il y a une affiche prometteuse au cours du week-end. Ça sera demain en fin d'après-midi entre les Blues et les Gunners. Et ça sera dans le cadre de Stamford Bridge. Alors, une équipe de Chelsea qui a toujours besoin de convaincre. Elle est 11e du championnat, alors que Arsenal a terminé la dernière journée de ce championnat en battant Manchester City sur son terrain. Et ils sont premiers ex-aequo aux côtés de Tottenham. Rémi, comment voyez-vous cette rencontre? Vous nous aviez dit l'autre jour que vous étiez pour les Gunners contre Manchester City. Et donc, vous les avez encouragés. Et là, entre les Blues et Arsenal, comment voyez-vous cette rencontre? Ce sera difficile. C'est vrai que quand on regarde la position, on dit il n'y a pas match. Mais là, il faut regarder les courbes de confiance. Parce qu'actuellement, je crois quand même que ce Chelsea qui était pratiquement moribond revient là avec 3 victoires. Donc, une à domicile et 2 à l'extérieur. Mais donc, surtout 2 en championnat, effectivement. Voilà, avec mais des Burnley scores... et Fulham, c'était pas Manchester City. Ah oui, mais bon,
quand même. Mais cependant, vous savez que ça donne quand même un regain de confiance, puisque de toutes les façons, Pochettino est en train de prendre la main. Pour moi, je crois que Arsenal va gagner, puisque Arsenal sort déjà aussi de 4 victoires Ils d'affilée. sont invaincus. Oui. Sauf à Lens. Voilà. Sauf à Lens en Ligue des Champions, et c'est déjà énorme. Voilà. Donc vous pensez, Xavier, rapidement. Non, moi je ne crois pas du tout comme Rémi Ngono, ce qui est normal, parce que le bon sens veut que Arsenal, qui vient effectivement de battre Manchester City sans Rodri, parce que là Rodri va revenir, ça va changer beaucoup de choses pour les Citizens. Manchester City était sans Rodri, pas... Oui, absolument, Manchester City sans Rodri. Bref, tu veux nous faire comprendre que c'est Rodri qui est le meilleur joueur de Manchester City. Que c'est lui Pelé. Pour moi, c'est lui Rocheteau. C'est le joueur qui a fait la différence ces derniers mois. C'est lui qui fait la différence ces derniers mois. Incroyable. Moi, si j'avais malhonnêteté. Si je votais pour le Ballon d'Or, c'est sûr que j'aurais pas voté. Mais si, j'aurais voté Rodri. Mais bon. Qui n'est même pas parmi les 50 premiers. Mais si, il y est dans la liste, figure-toi. Il y est dans la liste. Qu'est-ce que tu fais à côté de Rocheteau? Qu'est-ce que tu fais à côté de lui? Mais sur cette saison, il a une saison extraordinaire. Il gagne la Ligue des Champions, il gagne la Ligue des Nations. Donc, il gagne tout. Et en plus, c'est les décisifs. Maintenant, la question, c'était sur Arsenal-Chelsea. Voilà, juste pour rappeler une chose à Rémi Ngono qui voit Chelsea gagner, qu'à domicile... Non, je n'ai pas dit ça, mais c'est monsieur Nichois. Il a mal au mais c'est parce qu'il s'exprime tellement de façon alambiquée. Arsenal pour une fois. Mais il avait déjà dit la dernière fois. Je vous ai dit, ses oreilles sont épileptiques maintenant. Mais c'est pas possible. Moi, je pense que c'est compliqué pour Chelsea actuellement et qu'effectivement, Arsenal est favori. Des favoris sur notre page Facebook? Non, pas spécialement. C'est du Arsenal. Hein. C'est du Arsenal. Les Gunners derrière Arteta. Ils vont champion d'Angleterre cette année. L'année dernière, ils ont failli l'être, donc peut-être. J'aimerais bien, avec ce champion. Ça reviendrait, les fameux invincibles, ça commence à dater. Allez, allons justement à notre session carton. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Nous sommes donc avec Dominique Rocheteau qui nous présente son livre Foot Sentimental, et avec lui, on va suivre les cartons de nos auditeurs internautes de Radio Foot. Bonsoir Radio Foot International, moi c'est Bernard Billier depuis la Guinée-Conakry. Mon carton, il est rouge pour tous les supporters guinéens qui d'ailleurs accusent un jeune marabout d'être à l'origine de toutes les Black Sheep de Naby Keita. Et Naby Keita, sois fort, nous sommes tous derrière toi, nous sommes guinéens et nous voulons te voir en super forme lors de la CAN parce que nous voulons vraiment frapper cette équipe camerounaise de Rémi Ngono. Allez, ça pour vous, bonne émission Rémi. Bonjour, Radio Foot International. Ici, c'est les frères Wissik Bédé depuis Porto-Novo. Nous adressons un carton rouge à l'équipe nationale de football béninois d'avoir pas remporté un seul match depuis un bon moment. Comme le dit un proverbe africain, l'enfant qui veut garder une famille demain ne monte pas sur un cocotier. Ciao, ciao. Bonsoir Tatani, bonsoir à toute l'équipe de Café des Sports. Ce message vient du Sénégal, je m'appelle Khalifa. Je voudrais donner un carton vert aux Lions du Sénégal d'avoir battu les Lions indomptables du Cameroun. Coucou à Tonton Yoro. Moi c'est William depuis l'Allemagne. J'adresse un carton rouge à l'équipe nationale du Cameroun et à Robertson. Je pense que les Lions sont devenus des chats. Bonjour Radio Foot, c'est Suleiman depuis le Tchad, N'Djamena précisément. Je donne un carton rouge à l'endroit de France Football qui organise le Ballon d'Or qui n'ont pas inclus Cristiano Ronaldo malgré ses 40 buts en 2023. Merci. C'est Tonton Boubé depuis Lomé au Togo. Pour le Café des Sports du jour, je donne un carton vert à l'international français Benjamin Pavard pour son doublé lors du match amical face à l'Écosse. Bonne émission à vous. C'est Abel Mozoa depuis Lubumbashi, RDC. Je donne carton rouge au ministre des Sports François-Claude Kaboulomana Kaboulou pour avoir fait de tout son mieux de ne pas voir les clubs les plus titrés d'Afrique subsaharienne, le tout-puissant Mazembe n'est pas évolué à domicile. Finalement, on ne comprend plus ce qui se passe dans notre pays. La politique s'ingère davantage dans nos footballs et il freine l'évolution. Bonjour. Moi, c'est Comé Paulin, je viens de la Côte d'Ivoire. Mon carton, elle est vert. Dédié à Sébastien Allaire qui a pu marquer lors de 2 matchs amicaux. Courage à lui et encore bonne continuation.
Bonjour à toute l'équipe du Café des Sports. Je suis Mamadou Diallo depuis Conakry. J'adresse un carton vert au légendaire gardien de Chelsea, Petr Cech, qui s'est reconverti dans le hockey sur glace et qui fait des merveilles dans cet autre sport malgré ses 41 ans. Bravo à lui. C'est grâce à mon pupille d'Iver Mayengi depuis Kinshasa. Notre carton E. Vert à un jeune joueur de 38 ans, le meilleur joueur de la planète Terre, Cristiano Ronaldo, pour son 40e but en 2023 et son 858 buts en carrière. C'est exceptionnel. Wow. Objectif 1000 buts. Oumarba, je vous écoute depuis la Floride. Je voudrais donner un carton rouge à Rémi Ngono. Il faut dire à Rémi Ngono d'arrêter d'inventer ses proverbes. Apparemment, il n'a plus rien dans sa besace. Il faut qu'il retourne au Cameroun, se ressourcer auprès des anciens pour revenir avec de nouveaux proverbes. Bonne émission à Radio Foot. Rémi, il faut aller voir les anciens au Cameroun pour se ressourcer. Mais les anciens ont vu qui? Finalement, cela veut dire qu'il faut inventer, il faut seulement rester avec la brouette. Je suis africain, donc je dois utiliser des proverbes, parce que moi également, les anciens ont inventé. Ne le sait-il pas? L'arbre, de toutes les façons, suit la racine. Oh, c'est beau, Rémi, c'est beau. C'est très sympa, la rubrique. Là. Oui, hein, ouais. Vraiment, puis on se sent en Afrique et ils sont très fidèles. Et vous avez vu, alors c'est la mode maintenant, c'est les jumeaux. Il y a beaucoup de jumeaux, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de duos. Frédéric, tous nos cartons sont verts aujourd'hui sur ce plateau. On ne s'est pas consulté, mais... C'est en hommage à Dominique Rocheteau. Oui, c'est un carton vert, je crois que ça va parler à Dominique, pour les joueuses du Paris FC, qui vont d'exploit en exploit. Les voilà qualifiées pour la phase de groupe de la Ligue des Championnes. On avait l'habitude des joueuses du PSG, des Lyonnaises. Là, elles ont sorti Arsenal, premier tour préliminaire. Wolfsburg, finaliste de la dernière Ligue des Championnes. Elles sont là, avec les plus grandes, le top 16 européen. Avec Gaëtane Tiné, que vous connaissez. Hein, elle est toujours là, 37 ans. Donc vraiment bravo aux filles du PFC. Magnifique. Qui est l'ancien club amateur de Juvisy. Oui. C'est magnifique. Une fusion avec le Paris FC. En fait. Xavier. Oui, carton vert aussi. Carton vert à la Céleste uruguayenne et surtout à son entraîneur, le fameux El Loco, Marcelo Bielsa. Ils ont mis fin à une série de 37 matchs sans victoire contre le Brésil en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Et ont aussi broyé le pied de Neymar. Continuons. Ouais, non, il s'est fait mal tout seul. Je crois qu'il s'est fait mal tout seul. Ouais, ils ont mis fin donc à 22 ans d'insuccès face au Brésil. Et surtout, ils sont déjà avec 7 points à la hauteur du Brésil dans cette éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Et Bielsa a en réserve toute la génération championne du monde des 20 ans il y a quelques mois, donc un bel avenir pour le football uruguayen. Rémi. Carton vert pour Sergio Ramos, 16 ans au Real Madrid, et justement qui dit que même s'il marque, il ne pourra pas fêter contre le Real Madrid. Parce qu'il y a un match Séville, voilà, donc Real Madrid au cours du week-end. Depuis qu'il est parti, contrairement à d'autres joueurs qui, quand ils quittent leur club, ils insultent, ils dénigrent. Lui, jamais. Sergio Ramos, c'est toujours au-dessus de la classe. Comme le dit un proverbe africain, l'or peut tomber, mais ne termine jamais. Le carton de Radio Foot International, il est aussi sud-américain et il est vert. Et il va à Dimitri Payet, qui semble être enfin rentré dans le rythme de son nouveau club, Vasco da Gama. Il a inscrit le but vainqueur. Du coup, le club est sorti de la zone de relégation. Et peut-être qu'ils arriveront en 11 journées à se sauver et à rester en première division. Mais ils joueront au Maracana contre Flamengo au cours du week-end. Et ça ne sera pas simple parce qu'ils sont plutôt mieux placés, le Flamengo. Merci beaucoup, Dominique Rocheteau, d'être venu avec nous. Très sympa. Merci, voilà. Et tous les auditeurs d'Afrique, eh bien, ceux qui vous ont vu jouer, fut un temps. Il y a très longtemps. Voilà. Eh bien, ils trouveront peut-être ça dans ce livre donc, qui s'appelle Foot sentimental aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup, revenez quand vous voulez. Merci. Merci à tous, merci les amis. Et à la semaine prochaine. Bon week-end.